Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle vidéo de bricolage dans l'apprenti. Aujourd'hui on va faire différentes choses. La première, on va montrer en vidéo ce que ça peut donner l'affûtage qu'on a réalisé lors de la dernière fois, à la fois sur la tranche de planche et sur de la face de planche. Le deuxième sujet, c'est que justement pour pouvoir raboter la face de la planche, on n'a pas de support, on n'a pas de colle calée, on va trouver une solution et fabriquer un petit truc pour se faciliter la tâche de rabotage des faces des planches. C'est parti! Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour l'établi dont je dispose actuellement, celui-ci a une butée arrière qu'on peut utiliser pour raboter les tranches des planches. Donc on positionne quelques cales pour maintenir la planche à la hauteur souhaitée, de manière à ce qu'elle dépasse suffisamment du rebord de l'établi pour que le serrage, grâce au serre-joint, l'épaisseur du serre-joint ne gêne pas la phase de rabotage. Donc voilà qui est fait d'un côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Et de cette manière-là, quand on veut raboter le côté de la planche, eh bien on constate que sur toute la hauteur, on peut raboter sans être gêné par le serre-joint qui passe en dessous. J'en ai profité pour inverser les serre-joints et rajouter des petites cales martyrs pour éviter de marquer le bois. D'autant plus que comme je suis droitier, je vais raboter depuis l'autre côté et donc je ne souhaite pas être gêné par les manches des serre-joints. Alors là, bien sûr, un intérêt d'un rabot, c'est de prendre le minimum du minimum en termes d'épaisseur. Donc on se gardera bien d'augmenter la profondeur de coupe tant qu'on n'a pas déjà une surface lisse. Et là, par exemple, c'est un peu sur. Donc là, on entend le rabot chanter. Et là, je prends vraiment des copeaux d'une très faible épaisseur. Et donc on peut faire des copeaux qui sont d'une belle longueur quand même. Donc voilà, ça marche très bien. Alors la principale difficulté du rabotage d'un côté latéral, d'un côté fin, est que le rabot n'a pas une assise qui est parfaitement stable. Donc il faut y aller soit délicatement, pour bien garder l'assise plane sur l'ensemble de la surface, c'est-à-dire laisser le rabot travailler plutôt que de forcer. Donc l'important c'est de bien le poser plat, d'appuyer verticalement dessus et de laisser le rabot faire le travail et garder son équilibre durant toute la coupe et sur toute la longueur. L'avantage c'est qu'un rabot, s'il est bien aiguisé, il n'y a pas besoin d'aller vite pour avoir une découpe la plus propre possible et éviter l'arrachement. On peut aussi incliner le rabot par rapport à la ligne directrice, par exemple de 45 degrés, mais continuer bien sûr d'avancer dans le sens de la planche, dans un sens ou dans l'autre. En général justement on utilisera cette manière de faire quand on a des fibres du bois qui sont de direction un peu variable pour éviter l'arrachement. Pour éviter l'instabilité due à la faiblesse de la largeur de la planche, le plus simple est bien sûr d'utiliser des planches martyrs guides qu'on mettra à côté pour augmenter artificiellement la surface d'appui du rabot. Donc peut-être que les planches du côté seront rabotées, peut-être pas, mais à la limite on s'en fout. L'important c'est que l'ensemble de la semelle puisse avoir une stabilité accrue. Et là on voit tout de suite que certes le rabot peut toujours bouger, mais c'est quand même drastiquement plus stable que dans la version précédente. Alors premier point, quand je parle de raboter des planches, je parle notamment des planchettes qu'on a récupérées quand on a éclaté les palettes il y a quelques vidéos. Donc ce sont des planchettes qui font à peu près 1,2 cm d'épaisseur, donc 12 mm. Et ce que je souhaiterais pouvoir faire, c'est raboter les faces de ces planches. Et pour ce faire, il faut qu'on puisse raboter sans être embêté du début de la planche à la fin de la planche. Et donc, c'est-à-dire obtenir un espace de travail où on puisse attaquer avec le rabot comme ceci, d'une part, donc dès l'extrémité de la planche et jusqu'à la fin de la planche, pour avoir toute latitude, y compris en latéral, de raboter cette planche. La conséquence de cette manière de voir les choses, c'est qu'il faut que ce qui doit bloquer la planche durant le rabotage, il ne faut pas que ça dépasse de la planche. Donc, la première solution qui serait de mettre des serre-joints
pour maintenir la planche, à peu près comme ceci. Parce que sinon, si je mets le serre-joint ici, ben, je vais être embêté par le serre-joint quand je vais vouloir raboter. Il va falloir que je passe mon temps à l'enlever et à le déplacer. L'objectif, c'est donc d'inventer une solution qui permettra de tenir cette planche-là en place. La solution que j'ai envisagée est la suivante. Premièrement, il va falloir que ce qu'il maintienne, cette planche-là, mettons qu'on décide de la maintenir comme ceci et comme ceci, soit plus fin que la planche à raboter. Donc on va commencer par refendre dans l'épaisseur, à l'aide de ma scie japonaise par exemple, enfin on va essayer en tout cas. On a des longueurs de l'élément à raboter qui peuvent être variables, on pourrait raboter ça, on pourrait raboter ceci, on pourrait raboter ceci qui est à peu près la même longueur, mais on pourrait aussi vouloir raboter par exemple cette pièce-là. Comme la longueur est différente, on va mettre une butée qui serait variable et une autre butée qui serait par exemple fixe. De cette manière-là, on pourra fixer la butée variable, par exemple, à l'aide d'un serre-joint, comme ça. L'avantage, c'est que la butée étant fixe, la pièce à raboter sera maintenue. Comme elle sera plus fine, elle ne gênera pas lors du rabotage de l'extrémité de la planche à raboter. Et de l'autre côté, ça va être la butée fixe qui va devoir réaliser le serrage dans le sens de la longueur. Alors pour ce faire, j'ai imaginé une solution qui se baserait sur une butée fixe, par exemple cette butée fixe là, et une cale variable qui sert au serrage. Donc par exemple, on fixerait ça, cette planche là comme ceci, et on glisserait une cale, alors avec un angle beaucoup plus faible, hein, je ne vous cache pas, là c'est juste pour l'exemple, qui viendrait s'appuyer donc contre la butée fixe et qui appuierait contre la pièce à raboter. De cette manière-là, on a quelque chose qui tient en place d'un côté et quelque chose d'adaptable de l'autre côté. Donc voilà ce qu'on va s'attacher à faire. Donc à nouveau, on retrouve la qualité de coupe de la scie japonaise. On voit que la tranche qui vient d'être sciée. Et nous venons de refendre la planche. Alors la première remarque est la suivante. Il y avait un trou qui était issu d'un des clous, et voilà. Un trou qui était issu des clous de la boîte palette, du bois de palette. Et un clou, c'est un point de fragilisation, donc là on avait le risque que le bois se fende, et effectivement c'est ce qui s'est passé. À la limite, ce n'est pas bien grave, parce que de l'autre côté, au contraire, il a correctement tenu. Ça c'est le premier point. Et de l'autre côté, le morceau de pièce qu'on a conservé, c'est celui qu'on voulait utiliser comme cale. Donc de ce côté-là, pas de souci. Et à nouveau, là on voit la qualité de la découpe de la lame de scie japonaise. Je suis fan, que vous l'auriez pas compris. Alors je viens de me couper. Je viens de me couper parce qu'il ne faut pas laisser traîner ses pattes. Bien fait pour ma gueule. Alors voilà, on vient de fixer la petite cale dans l'établi avec 4 toutes petites vis, hein, parce qu'après tout, c'est largement assez solide. On a notre petite butée ici qui permettra de faire le serrage. On a fixé ici une planche quelconque, hein, on s'en contrefout, mais qui est plus fine en épaisseur que la planche que je souhaite raboter. Et on utilise le maillet. On va le maintenir en place. Et voilà, on utilise le maillet pour serrer la planche. Là, on constate que la planche qu'on veut raboter, eh bien, elle est parfaitement maintenue. Et voilà. Donc c'est avec cette solution, avec ce genre de solution là, qu'on peut facilement maintenir en place une planche et la raboter sur l'ensemble de sa longueur sans être embêté. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'à cet endroit là, par exemple, on a des traits qui sont dans le sens de la longueur. Ce sont des traits qui ont été causés par le passage du rabot, qui n'ont rien à voir avec l'arrachement, mais qui ont à voir avec la géométrie de la lame du rabot. En effet, l'aiguisage que j'ai fait l'autre jour du rabot était un aiguisage droit. L'ensemble de la lame est parfaitement à plat et donc l'ensemble de la lame rabote. Conséquence,
Si la planche est plus large que la lame du rabot, on se retrouve dans la situation où les coins du rabot vont creuser des sillons. Et c'est ce qu'on voit ici. Les traits qu'on voit là, ce sont les reliquats du passage du rabot, du bord de la lame du rabot sur la surface. C'est pour ça que lors des aiguisages de lame de rabot, il est habituel de faire un arrondi au niveau de la lame pour que la lame, quand elle creuse, alors mon doigt n'est pas rond mais c'est pas grave, qu'elle creuse comme ça et que donc on a des bords qui sont arrondis, lisses et progressifs. Ça fait disparaître ces lignes-là. Là, j'ai pas fait ça sur mon rabot pour l'instant, ce sera pour une prochaine fois. Donc là, je voulais commencer à dégaucher cette planche. Donc la planche ici qu'on a, elle est légèrement tuilée dans ce sens-là. Tout à l'heure, je viens de faire le dos. Et là, pour dégaucher cette planche-là, il va falloir progressivement raboter les deux bouts. C'est la raison pour laquelle je l'ai posée sur son centre. J'ai mis des petites cales de copeaux, froidement, sur les deux pour que la planche ne bouge pas, ne se déforme pas quand on appuie dessus. Et donc en rabotant, on voit pour l'instant que le creux au niveau du centre n'est pas attaqué par la lame, normal, vu que la semelle appuie sur les bords. C'est pour ça qu'un rabot, si on veut aplanir, il faut qu'il soit le plus long possible. Okay. S'il est là, ben, il va pouvoir avoir des zones plates qui seront planes ici, mais l'ensemble sera courbé. Alors que si on a un rabot qui est le plus long possible, typiquement une varlope ou un numéro 7, on aura donc une surface qui sera garantie comme étant plane sur l'ensemble de la semelle du rabot. Sa mise à plat a enlevé une bonne partie de la matière et qu'à droite on a eu plus de chance, il en reste un peu plus. Pour dire qu'on est parti d'une planche qui faisait à peu près 11 mm, il doit en rester 6 après dégauchissage du fait de l'avoir tuilé. Rien que la table elle est pleine de coupeaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général il faut choisir des planches qui sont déjà au maximum droite possible. D'une part pour économiser de l'huile de coude et d'autre part pour économiser de la matière. Cela dit, moi maintenant j'ai dégauchi pour la première fois ma première planche, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Le résultat est à la hauteur de mes espérances et des efforts qui ont été fournis. Je vois que la planche elle est bien lisse, bien plane, j'ai bien tous les angles droits là où il faut. Suite à la séance d'aiguisage de la dernière fois, je me suis rendu compte de l'importance du papier de verre et je me suis dit tiens, je dispose d'un touret. Un touret, c'est un moteur qui tourne. C'est un moteur qui tourne. Il y a sûrement moyen de démonter le truc pour y fixer une bande de rotation qui permettrait, au lieu de devoir faire des va-et-vient sur une table de verre, de laisser tourner la bande sur une plaque de portage en fait de la bande qui sera dessus. Bref, ce sera plus clair quand j'aurai fait un dessin et ou compris comment j'allais le faire. Pourquoi pas essayer d'utiliser ça pour construire une ponceuse à bande qui me permettrait de poncer des trucs. Alors c'est le prochain chantier, je vais le démonter de son socle pour essayer de voir ensuite éventuellement comment est-ce qu'on démonte un des côtés pour voir quelle est la came sur laquelle se fixent les éléments qui font la rotation, sur lequel ensuite on pourrait faire la mise en place d'un galet qui ferait tourner une bande de ponceuse sur un mécanisme de ponçage qu'on construirait à base de morceaux de bois, après tout, pourquoi pas. Alors on a commencé par détacher le touret de l'établi, et dans la plus pure tradition de la maison, il se trouve que les 4 systèmes d'attache pour les 4 coins du touret sont différentes. Mais bon, je pense que plus rien ne me surprend maintenant. Alors, la bonne nouvelle. Donc là on voit à l'intérieur la partie électrique. Première bonne nouvelle, on voit que c'est très propre. Deuxième bonne nouvelle, on voit que ce n'est pas oxydé, corrodé, chauffé. Je sais pas, c'est pas important, on va refermer. Mais c'est toujours bon d'avoir une vue de ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, on referme. Bien entendu, on peut utiliser d'autres moteurs. Je pense notamment à des moteurs, par exemple, de tondeuses à gazon. Là, je vois qu'il y a des tondeuses à gazon électriques qui sont disponibles sur le Bon Coin pour entre 15 et 30 euros.
Une tondeuse à gazon électrique, ça a forcément un moteur électrique, bon avec sûrement un tas de quincaillerie pour l'actionner, la mettre en marche. Mais au pire, si jamais il fallait un moteur plus puissant, bah, il y a des moteurs qui font 1000 watts, 2200 watts, etc. disponibles dans des équipements courants qui seraient potentiellement utilisables. Le moteur tourne toujours dans le même sens. Les efforts vont donc toujours être opposés au sens de rotation et l'écrou est là pour maintenir les choses en place. En conséquence, d'un côté, on va avoir un écrou qui est dans un pas, dans un sens, et de l'autre côté, on aura un écrou qui est dans un pas, dans l'autre sens. Donc là, pour serrer, on tourne vers la droite, et ici, pour serrer, on tourne vers la gauche. Donc ne pas essayer d'inverser les écrous, ça ne marchera pas. Ne pas essayer de les retourner non plus, ça ne marchera pas non plus. Donc un pas à gauche, un pas à droite. Avec un trou de perceuse de 12 et un petit peu de travail à la râpe, j'ai rajouté deux bouts de bois qui ne sont absolument pas équilibrés, hein, donc ça va être une catastrophe en termes d'équilibrage, mais on s'en fout. Alors avant d'allumer, précaution d'usage. Si je me mets là, ça tourne et qu'il y a une pièce qui se détache, elle se casse soit dans ma gueule, soit de ma gorge et de ma jugulaire, soit de mon ventre, soit de mes couilles et de mes artères. Donc on se met toujours en écart avant de lancer. Et ça marche. Eh, ça marche, regarde! Donc ce qui veut dire que grosso modo ça marche quand même plutôt pas mal. Même si effectivement c'est loin d'être parfait. La deuxième possibilité ce serait, et là c'est entre guillemets pour le fun, de faire une forme dans un des morceaux de bois qui correspond à la forme de l'écrou. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est fixé sur l'axe du moteur. Simplement, la différence, c'est que la pièce peut être plus épaisse, peut dans l'absolu être débordante, hein, pour aller, mettons, jusque-là. Et on voit qu'elle est quand même maintenue en place parce que l'écrou est fixé sur la tige filetée qui est entraînée par le moteur. Et l'écrou est enchâssé dans une des parties de la pièce qui est fixée. Petit essai, on voit que ça tourne très bien. Ce qui m'inquiète le plus dans le principe, ce n'est pas la faisabilité, c'est le fait que le couple est quand même monstrueusement faible et qu'on l'arrête avec un rien. Hein, là je viens d'allumer, je le maintiens bloqué. Alors, une fois qu'il est lancé, on le bloque moins facilement, mais au démarrage, on le bloque très facilement. Ok. La journée de travail est finie, j'ai fait ma cale pour raboter, ça marche, je suis content. J'ai démonté le touret pour voir si je pouvais l'utiliser comme moteur. Je sens que ça ne va pas être assez puissant, il va falloir que je me dirige vers un moteur électrique un peu plus puissant, du style celui d'une tondeuse électrique par exemple. On verra bien ce que je trouve. Et comme après chaque journée de travail, comme j'ai une quantité assez importante d'équipements coupants, qui actuellement ne coupent pas, eh bien, je vais terminer ma journée par une séquence d'affûtage que je vais bien sûr vous épargner parce que vous en avez vu une, je pense que c'est largement assez suffisant. Donc comme vous le voyez, j'ai sorti mes papiers de verre, le gabarit pour régler le guide d'affûtage, la vitre, le guide d'affûtage en lui-même, et à droite, enfin sur la gauche de la vidéo, on retrouve tout ce que je souhaite affûter ce soir. On voit le rabot de paume que j'ai rénové mais qui n'est malheureusement pas assez affûté encore. Les deux ciseaux de récupération que j'ai rénovés et que j'ai commencé à affûter et à dégrossir. Et trois gros ciseaux de charpentier qui sont plutôt pas mal mais pas assez affûtés à mon goût. Donc je vais les refaire un petit cadeau afin qu'ils soient coupants comme des rasoirs. Merci de m'avoir rejoint encore une fois dans cette vidéo de bricolage. Elle est bien moins intense que celle qui a eu lieu la dernière fois. J'espère que quand même vous avez vu des choses qui vous ont plu et qui sont intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser éventuellement un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!